Voilà, je voulais d'abord excuser Valérie Hamelin qui, pour une fois, n'assistera pas à cette réunion de la commission centre équestre. Je ne vais pas la remplacer, mais je voulais tout simplement être là pour vous dire l'intérêt qu'on a à cette commission et surtout au sujet qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, droits et devoirs, je crois, des enseignants, avec un focus aussi sur les moniteurs indépendants. Voilà, ce sont des questions que bon nombre d'établissements nous posent et posent à la commission centre équestre. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente réunion. Travaillez bien. Je ne serai pas loin. Je suis ici à Ensheim, donc aux côtés de notre chargée de mission Corinne à Ensheim. Donc, je ne suis pas loin. Je vous souhaite une excellente réunion et merci à notre intervenant Pierre-Antoine Fressos du GHN d'intervenir aujourd'hui pour cette commission centre équestre. Merci à lui. Eh bien, merci. Je crois que c'est à moi la parole. Si on est tous d'accord, merci de me laisser la parole, de m'inviter à nouveau à une réunion de votre commission des centres équestres. C'est que j'ai pas été si mauvais la dernière fois. En tout cas, on va essayer d'être meilleur encore aujourd'hui. Euh, J'avais promis de ne pas dire de bêtises, mais je vais en dire une quand même pour commencer. Je me suis donné le même challenge pour ceux qui étaient là la dernière fois. Ça ne sera pas un éclair au chocolat, mais c'est une part de flan si j'ai bien travaillé à la fin de la réunion. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je vais, si la technique ne me trahit pas, partager mon écran. Et donc, là, si tout va bien, vous avez ma page de titre. Donc, on a des petits bruits interférents, mais ça va se rentrer dans l'ordre. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler des enseignants droits et devoirs. Alors, on a un temps réduit. Je vais essayer surtout d'aller droit à l'essentiel pour vous laisser la place aux questions-réponses, parce qu'à mon avis, vous en avez quelques-unes. Je vais balayer quand on va pas, enfin, je vais balayer le maximum que je puisse là aujourd'hui. Quand on va parler d'enseignement, je ne me vois pas ne pas refaire un petit focus sur les diplômes. Alors, on va essayer de passer vite parce que je pense que vous les maîtrisez pas mal. La carte professionnelle aussi, qui est quand même un enjeu important et parfois beaucoup trop oublié par nos enseignants. Et puis après, on fera quelques petits points sur la convention collective, voir les dispositions qui concernent spécifiquement les enseignants. Ne sont pas si nombreuses que ça. On pourra faire des points moins particuliers si vous voulez qu'on parle de convention collective. Et comme promis, un point sur l'enseignant indépendant et la responsabilité de chacun des enseignants. Si ça vous va comme ça, on commence. Alors sur les diplômes, je vais pas forcément rentrer dans un détail fou. Juste pour vous rappeler que quand on parle d'enseignement, on a plusieurs typologies dans les diplômes qui nous permettent d'enseigner. Un petit rappel que j'aurais peut-être dû faire au préalable, mais qui me paraissait tellement évident qu'il vient juste de me sauter à l'esprit. Pourquoi je vous présente les diplômes aussi et surtout, c'est que le Code du sport n'autorise l'enseignement de toute discipline sportive contre rémunération que pour les personnes titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat le permettant. Donc aujourd'hui, on va balayer cette première généralité, mais tous les enseignants, quels qu'ils soient, dans l'équitation, à partir du moment où ils sont rémunérés, ou l'activité qu'ils proposent est rémunérée, ils devront être dans l'obligation d'avoir un diplôme d'enseignement. Les diplômes, je les classe en trois grandes catégories, qui pourraient être peut-être classées dans d'autres catégories. D'une part, l'enseignement, les diplômes qui permettent d'enseigner en autonomie, ceux qui ne permettent pas d'enseigner en autonomie, et ceux qui sont plus focus sur le tourisme équestre. Juste pour aller très vite, on va juste rappeler sur les diplômes qui permettent d'enseigner sans autonomie, qui sont plutôt des diplômes d'animation, pas forcément d'enseignement, même si la frontière est quand même très floue. On va les évacuer rapidement pour après plutôt se concentrer sur les diplômes qui permettent l'autonomie. Donc, je vous ai mis, alors je ne vais pas vous faire la liste parce que vous les connaissez, un petit code couleur sur le tableau que vous avez sous les yeux. Sur la colonne de droite, les diplômes qui sont en bleu, ce sont les diplômes de jeunesse et sport. Alors, il y en a qui sont plus délivrés, mais qui permettent toujours d'enseigner, notamment les plus chevronnés d'entre nous connaissent et sont titulaires parfois du BE, quel que soit le niveau, le degré, le BAPAT aussi dans l'animation qui n'est plus délivré. Donc en bleu, tout ce qui est jeunesse et sport.
enfin ministère des Sports, qui n'est pas forcément ce nom encore aujourd'hui. Tout ce qui est en vert, c'est les diplômes de la branche professionnelle, les CQP, qui sont des diplômes qui sont parfois méconnus, mais qui ont aussi un intérêt. Et en rouge, je vous ai mis, alors je suis allé un peu à l'actuel sur les diplômes délivrés par la Fédération française d'équitation et qui permettent aujourd'hui d'encadrer avec ou sans autonomie. Alors, les diplômes, ils ont parfois changé de nom, je suis allé un peu au plus direct. Donc là, aujourd'hui, quand on va parler d'enseignement, on va surtout parler d'enseignement en autonomie. Juste la définition de l'encadrement sans autonomie, donc qui sera plutôt pour les titulaires d'un titre à finalité professionnelle animateur équitation délivré par la FFE ou un CQP ASA qui n'est aujourd'hui plus délivré, mais dont on peut toujours se servir, de même que le BAPAT. Ce sont des personnes qui peuvent animer des actions, enfin des cours d'équitation sous la responsabilité juridique d'une personne diplômée de niveau 4. Donc le niveau 4, c'est justement tout ce qui permet d'encadrer en autonomie. Donc voilà, juste petit rappel, quand vous avez un animateur d'équitation, par exemple, diplômé de la FFE, il pourra encadrer sur votre structure à la condition que sur la structure, alors pas forcément physiquement en même temps, mais qu'en tout cas dans le personnel de la structure, il y ait au moins un titulaire d'un niveau 4, donc d'un BE, d'un BP, d'un DE ou d'un CQP enseignant, voilà, qui sera son responsable juridique. Et sur le tourisme équestre, on pourrait les rattacher aux deux catégories, puisque dans le tourisme équestre, on a des diplômes qui nous permettent d'être complètement autonomes et des diplômes qui nous permettent d'enseigner sous la responsabilité d'un niveau 4. Voilà, bon, c'est un rapide tour d'horizon. Pour aller un petit peu plus loin sur ce tour d'horizon, juste se dire, parce qu'on a parfois la question, bah, tiens, j'ai tel diplômé qui voudrait travailler chez moi ou que je voudrais faire travailler, mais est-ce qu'il a le droit d'encadrer certaines leçons? Donc là, je vous ai repris les conditions d'exercice qui sont définies par le Code du sport. Parce que dans le Code du sport, vous avez une annexe 2 qui est très fournie, qui reprend tous les diplômes de l'enseignement sportif, tout sport confondu, et qui nous donne les conditions d'exercice. Donc là aussi, je vous laisse un peu découvrir par vous-même ce qui est écrit. Alors, c'est assez discret, mais il y a deux lignes qui sont en italique, celle de l'accompagnateur de tourisme équestre et celle du CQP ORE. C'est en italique parce qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, ces diplômes n'apparaissent plus ou pas encore sur l'annexe 2, ce qui viennent d'être réinscrits au répertoire des certifications gérées par France Compétences. Et donc, là, le transfert d'informations n'a pas encore été fait sur le code du sport, mais on a repris pour cette diapo les conditions d'exercice qui existaient sur le dernier diplôme enregistré, qui seront sensiblement les mêmes à l'avenir. Donc, voilà, on a parfois des notions qui sont assez. Alors, j'ai repris les diplômes qui sont plutôt actifs au répertoire des certifications. Je n'ai pas pris tous les diplômes mentionnés juste avant, mais en gros, pour se dire que le BP, bah, c'est la conduite de séance et de cycle de séance d'apprentissage des activités équestres, donc un diplôme très généraliste. On a appris le DE, le DES, qui sont des diplômes un peu plus spécifiques à vocation performance ou perfectionnement sportif. Alors là, je vous laisserai ceux qui en sont titulaires peut-être nous expliquer à tous la différence entre la perspective de perfectionnement sportif et la perspective de performance sportive. Et ensuite, on a l'animateur d'équitation qui sera sur l'encadrement, découverte, initiation des activités équestres. Le CQP-EAE, pour montrer que c'est quand même très similaire au BPGEPS, c'est la conduite de séances d'initiation d'apprentissage aux pratiques équestres. Voilà, donc juste quand vous avez parfois des interrogations sur un diplôme, sur les missions qu'on va pouvoir confier au titulaire d'un diplôme, il y a un texte qui n'est pas forcément très exhaustif, qui vient s'ajouter à la définition, en tout cas au cahier des charges et diplômes, c'est le code du sport où on peut retrouver les conditions d'exercice. Je passe, mais si vous avez des questions, on pourra se les garder à la fin. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai mis là, mais je l'ai mis là. J'avais un petit focus qui n'est pas très bien vendu sur cette diapo, sur les stagiaires de la formation professionnelle ou de la formation initiale, parce que c'est aussi un point d'interrogation fréquent de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes d'encadrement de l'équitation à des stagiaires ou des apprentis. Alors, pour rappel rapidement, une personne qui est en formation a le droit d'exercer dans les conditions que lui donnerait le diplôme une fois obtenu, si le stagiaire a validé les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, qui est entre guillemets un test, en tout cas un suivi de formation qui permet de se dire, bah voilà, si je mets mon stagiaire
ou mon apprenti dans une situation professionnelle dans laquelle il se retrouvera quand il sera en autonomie, ou pas en autonomie d'ailleurs, puisque ça marche aussi avec l'AE, est-ce qu'il sera en compétence pour encadrer en toute sécurité une activité d'enseignement. Donc voilà, donc, et une autre condition, et on va voir qui va être aussi pour tous les autres enseignants, les stagiaires en formation professionnelle, pour avoir le droit d'exercer, doivent également demander une carte professionnelle de stagiaire de la formation professionnelle. Et ça, bah, ça fait une transition plus ou moins bonne vers la diapo suivante, parce que le diplôme aujourd'hui ne sera rien sans la carte professionnelle. Et ce que je vous disais en préambule, c'est que la carte professionnelle, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, c'est pas un réflexe inné chez tous les enseignants, qu'on soit salarié indépendant ou dirigeant d'une structure. Parfois, la carte professionnelle, on oublie un peu de la renouveler. Pour rappel, la carte professionnelle, c'est un diplôme, c'est pas du tout un diplôme, pardon, c'est une condition pour pouvoir exercer dans le cadre de l'enseignement sportif. Là, encore une fois, c'est pas propre aux activités équestres. C'est une autorisation de l'administration, de la préfecture, qui est délivrée tous les 5 ans. Et donc, tous les 5 ans, il faut penser à demander le renouvellement de sa carte professionnelle qui nous permet de justifier de ne pas avoir de condamnation, hein, clairement, c'est surtout ça le but, de ne pas être condamné et avec une interdiction d'enseigner les activités sportives et notamment auprès de certains publics et notamment les plus jeunes. Donc, cette déclaration ce renouvellement pardon, de carte professionnelle, je vais y arriver, elle se fait soit par Internet, un portail informatique qui s'appelle la télédéclaration des éducateurs sportifs, ou on a un CERFA 12 699 03 que l'on envoie au département dans lequel on compte exercer. Et si jamais on a un enseignant qui exerce dans plusieurs départements, il va le faire sur un des départements dans lequel il souhaite exercer. Vous avez la possibilité, quand vous avez des salariés ou quand vous faites venir des indépendants chez vous, ou même par curiosité plus ou moins saine, d'aller vérifier sur le portail de télédéclaration des éducateurs sportifs si les personnes sont bien titulaires d'une carte professionnelle à jour et quels sont les diplômes qu'ils ont obtenus également, puisque sur la carte professionnelle vont apparaître les diplômes. Et vous avez également un QR code sur les cartes professionnelles pour vous renvoyer directement vers ce site. Et donc ça, c'est un passage assez important puisque en cas de contrôle de la part des services des sports, vous pouvez être sanctionné pour le fait de faire travailler une personne qui n'aurait pas de carte professionnelle. Peu importe la raison, si c'est un oubli de renouvellement ou si c'est parce que la personne a perdu sa carte professionnelle, vous pouvez vous retrouver en délicatesse. Et parfois, ça peut être également une cause de séparation, de fin de contrat de travail, si un moniteur n'est plus en capacité d'exercer. Un petit rappel pour aller très vite, vous avez un certain nombre d'infractions et là aussi, c'est là où vous pouvez aussi agir en vigilance et faire des petits rappels à l'ordre auprès de vos enseignants. La carte professionnelle, on peut la perdre pour des motifs très graves. Alors, vous lisez la liste comme moi. Je doute que dans les centres équestres, on ait beaucoup de personnes qui fassent de l'extorsion, du blanchiment d'argent ou des crimes contre la nation. En revanche, on peut avoir des personnes qui sont embêtées pour la consommation de produits stupéfiants, sur les infractions de la lutte antidopage, malheureusement Ouais. sur les atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes. Donc voilà, donc on a une petite liste à jour et parfois voilà, c'est très très bête, mais il suffit d'avoir consommé et c'est pas bien du tout, mais ça arrive, d'avoir consommé un produit stupéfiant ou d'avoir été en proximité de personnes qui ont consommé des produits stupéfiants. On a un accident de voiture le soir, on se fait retirer le permis, on se fait condamner et on peut perdre sa carte professionnelle. Donc, un petit focus, de faire des petits rappels à vos enseignants de temps en temps de l'intérêt de la carte professionnelle et surtout de faire attention à ne pas faire de bêtises qui nous la supprimeraient. Voilà pour évacuer ce petit sujet, ce gros sujet sur les diplômes et la carte pro. On pourra y revenir tout à l'heure s'il y a des questions. Je fais une transition dans le flou parce que j'ai oublié la diapo qui arrive. Et ben, on arrive dans le vif du sujet sur les particularités de la convention collective pour les enseignants. Alors, un rappel qui a toute son importance quand même, les établissements équestres ont changé de convention collective au 1er juin 2024. Ça fait ça fait un peu plus d'un an, enfin, même beaucoup plus d'un an. J'espère que Stéphanie fait pas de moi. Pas encore. Donc voilà, donc la convention collective a changé. Pour autant, le contenu n'est pas forcément très novateur, puisque une grande partie de la convention collective
qui était celle applicable au personnel des centres équestres, a été repris dans la convention collective des personnels des activités hippiques. Juste pour terminer ce petit rappel, aujourd'hui, la convention collective, elle a été modifiée puisqu'on a eu un rapprochement des branches professionnelles avec les courses de trot et de galop. Et chacune des branches initiales a gardé une annexe propre à ses activités. Donc là, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de l'annexe, enfin, en termes de convention collective, c'est de l'annexe 4, propre aux établissements équestres. Et dernier rappel sur la convention collective pour tous ceux qui ont des salariés, n'oubliez pas qu'il faut que vous puissiez leur mettre à disposition un exemplaire de la convention collective. Et petite pub pour le GHN, tous ceux qui sont adhérents au GHN ont le droit à ce qu'on leur envoie une convention collective à jour chaque année. Voilà sur ce rappel. La convention collective, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous permet de savoir sur quel coefficient d'emploi on peut embaucher et faire évoluer un enseignant d'équitation. Et elle va nous donner quelques règles spécifiques. Et elle va aussi nous donner quelles sont les tâches et les missions qui sont rattachées au coefficient. Alors, j'ai fait un petit condensé parce que on pourrait parler de la convention collective pendant toute la journée. Juste en rappel, un enseignant d'équitation salarié, on peut aujourd'hui l'employer sur sur n'importe quel type de contrat de travail, que ce soit à durée indéterminée, à durée déterminée, en temps plein ou en temps partiel. En temps partiel, attention, juste une précision qui est à la fois légale et conventionnelle, on ne peut pas faire travailler un salarié, en principe, moins de 7 heures par semaine ou 28 heures par mois, sauf cas exceptionnel. Mais voilà, la loi, quand vous proposez un contrat à temps partiel, c'est au moins 7 heures semaine ou 28 heures par mois. On peut également avoir du travail annualisé, du travail occasionnel, intermittent, aménagé. Tout ça, ce sont des notions de droit du travail qui ne sont pas spécifiques à l'enseignant, mais sur lesquelles on peut les faire travailler. Si vous avez des questions, on y reviendra. Mais on passe à la suite, si vous me le permettez. Sur les coefficients d'emploi possibles, on rajoutera le S à coefficient tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je vous ai sorti les coefficients sur lesquels on peut employer des personnes, mais pour autant, on peut avoir d'autres coefficients. Là, je vous ai mis les coefficients dans lesquels il va y avoir des notions d'encadrement de l'activité sportive. Donc, c'est les coefficients qui vont de 109 à 193, sachant qu'il n'y a pas au-dessus de 193. L'animateur soigneur, qui va être plutôt pour les personnes qui sont titulaires d'un diplôme sans autonomie. Le guide équestre, ça sera plutôt pour tout ce qui va être tourisme équestre. Le COEF 130, c'est le plus répandu, c'est l'enseignant animateur, alors dont le titre exact aujourd'hui est enseignant animateur ou enseignant animateur de tourisme équestre. On a aussi une petite valence tourisme équestre. Ensuite, on a des coefficients sur lesquels on passe à un statut cadre ou assimilé cadre, qui sont le coefficient 150 enseignant, 167 enseignant responsable pédagogique et 193 directeur. On va après, alors on pourra parler tous ensemble de tous ces coefficients. J'ai fait quand même un petit focus sur le coef 130 parce que je crois que c'est assez intéressant de revoir ce que nous dit la convention collective parce que on va être assez honnête entre nous, on ne lit pas la convention collective tous les jours et souvent on embauche un salarié enseignant parce qu'on veut lui faire des cours. On verra qu'on ne peut pas lui faire que des cours, mais on lui fait faire des cours. Mais derrière ça, la convention collective nous donne toute une liste de tâches qu'on peut lui donner, qui vont peut-être un peu plus loin que le simple encadrement de cours. Et petite parenthèse que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais aujourd'hui, une personne qui sera titulaire d'un diplôme d'enseignement, il n'y a rien qui nous empêcherait de l'embaucher en tant que soigneur au coefficient 106, coefficient 103, pardon. 106, c'est cavalier soigneur. Rien ne n'empêcherait de l'embaucher au coefficient 103 à partir du moment où on ne lui donne pas d'enseignement à faire. On peut tout à fait avoir un BPGEPS et dire je ne veux pas faire d'enseignement et faire que des soins au chaud. Dans la convention collective, tout ce qui va concerner la définition de l'emploi et les qualifications qu'on va y attribuer se trouve au chapitre 6. Donc, c'est tout ce qu'il y a aux articles 25 et suivants. Si jamais vous avez une convention collective sur votre bureau et que vous voulez la suivre en même temps, n'hésitez pas. Très rapidement, là, j'ai pris la définition d'emploi coefficient 130, donc, qui nous est donné par la convention collective. On ne va pas tout lire, c'est assez rébarbatif, que vous puissiez visionner en replay et faire un stop sur ce qui vous intéresse. Mais en gros,
pour la convention collective, pardon, l'emploi l'emploi d'enseignant animateur, c'est un emploi qui exige des connaissances générales et techniques qualifiées, donc un diplôme. Ça permet aux titulaires de prendre des initiatives pour adapter dans les situations particulières ses interventions pédagogiques. L'enseignant a aussi pour mission de développer sa clientèle et de fidéliser sa clientèle, d'assurer la sécurité physique et morale des pratiquants. Il possède un début de maîtrise professionnelle dans le travail des équidés, puisque pour donner des cours de qualité, il va falloir avoir une cavalerie qui le permette, et il possède également un début de méthode dans l'organisation, la gestion, les séances pédagogiques en relation avec le travail des équidés, puisque forcément, vous embauchez une personne qui a passé un diplôme, qui a suivi une formation dans laquelle il a appris à organiser tout ça. Donc voilà, c'est pour avoir une définition très générale. Un autre point sur lequel j'insiste un peu, c'est toujours la convention collective là, que vous avez sous les yeux. Moi, je n'ai rien inventé, j'ai fait que du copier-coller. C'est très, très reposant de faire ce diapo. Mais on a des questions assez récurrentes sur la question de la condition d'accès à l'emploi et sur la progression professionnelle. Alors, vous voyez que là, la convention collective, elle n'est pas forcément hyper à jour, mais elle n'est pas très, très loin, on n'est pas très, très loin de la vérité non plus. Sur les conditions d'accès à l'emploi, donc sur le coefficient 130, on nous dit quels sont quels sont les diplômes qui nous permettent d'accéder à à cet emploi. Donc, on a bien sûr le BE, alors la convention collective précisait le BE1, mais le BE2 pouvait aussi, à condition qu'on lui donne les attributions qui correspondent. On a le CQP enseignant animateur d'équitation, le CQP ORE pour la Valence tourisme équestre, mais on pourrait très bien rajouter également, toujours sur la Valence tourisme équestre, l'ATE, qui est assez similaire à l'ORE, avec quelques particularités bien sûr. Et on a le BPGEPS qui a supplanté aujourd'hui le BE. Mais par exemple, on ne parle pas de DE ou de DES. Alors le DES, on en parle sur les coefficients supérieurs, mais la convention collective ne parle pas de DE. Le DE, on peut l'imaginer aussi de l'avoir en coef 130, enseignant animateur. Et un point particulier aussi, c'est sur la progression professionnelle. Ça, c'est une question qui va être assez récurrente chez nos employeurs et chez certains salariés, puisque la convention collective nous dit qu'après 5 années d'expérience et à l'issue d'un entretien avec l'employeur, le salarié peut accéder à l'emploi d'enseignant catégorie 3, donc le coefficient supérieur dans l'enseignement, le 150. Juste à noter que c'est écrit assez clairement, mais c'est toujours bon de le rappeler, il est bien écrit que le salarié peut accéder à l'emploi d'enseignant. Donc, ce n'est pas une obligation légale au bout de 5 ans d'expérience de le faire passer au 150. Ce n'est pas vous mettre en porte-à-faux de lui refuser le passage à cette catégorie-là, puisque en fait, ce qui va importer dans le passage à un coefficient supérieur, c'est la progression dans l'emploi. C'est le fait d'attribuer de nouvelles missions qui vont être un peu plus poussées que le 130, de donner un peu plus de responsabilité aussi. Donc après, là, c'est pareil. C'est en fonction. Alors, il y a des cas dans lesquels, si on reprend ce que nous dit la convention collective, on s'aperçoit que les missions qu'on va attribuer vont un peu au-delà du 130 et il est bon de réfléchir à l'intérêt de passer au coefficient supérieur ou pas. Toujours sur la convention collective, et c'est là où, quand je l'ai repris, je me suis dit, c'est vrai qu'on ne le lit pas assez. Quelles sont les tâches que l'on peut attribuer à un enseignant animateur de coefficient 130? Un petit rappel qui a toute son importance aussi, c'est la première barre en haut du tableau, c'est que la grille des fonctions est attribuée est faite en format pyramidal. C'est-à-dire que tous les coefficients supérieurs reprennent de fait les tâches et les missions des coefficients inférieurs. Donc là, par exemple, on nous dit que le 130, il reprend les tâches du coef 109 et on complète les tâches avec des tâches spécifiques. Et de même, le 109 reprenait déjà celle du 106, qui reprenait celle du 103, qui reprenait celle du 100. Donc on a cinq missions principales: l'entretien, maintenance, soins et valorisation des équidés, l'accueil de la clientèle, l'animation des cours, la gestion et l'enseignement. Donc voilà, je vous laisse là aussi un peu de temps si vous voulez le lire en détail, mais sur l'entretien des équidés, un coef 130 peut assurer et contrôler le débourrage des équidés, le travail des équidés d'école, se préoccupe aussi de la fin de carrière, ce qui n'est pas forcément toujours une mission qui est confiée,
assure la propreté de l'établissement. Donc, on a tout à fait le droit de demander à un enseignant de passer un coup de balai, de ramasser ce qui traîne, etc. Sur l'accueil, il accompagne les publics dans les règles d'hygiène et de sécurité. Il est réceptif aux besoins de la clientèle, ses motivations. Il a pour mission, on l'a vu tout à l'heure, de fidéliser, développer la clientèle, etc., etc. En animation, il est responsable de l'organisation de l'animation, des conditions de sa réalisation, évalue l'impact en termes de satisfaction de la clientèle, et sur l'enseignement, enseigne les bases des pratiques équestres, conduit d'une manière générale les activités de découverte et d'initiation, garantissant la sécurité, analyse et évalue sa démarche pédagogique dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Alors, je vous ai remis ça sous les yeux parce que je pense, encore une fois, que ce n'est pas un texte qu'on lit tous les jours. C'est bien de se le rappeler de temps en temps. J'ai fait l'impasse sur la gestion, mais en gestion, on a aussi la gestion du suivi de personnel de catégorie 1, donc des coefficients 100 à 109, de la clientèle, des équidés, des encaissements, etc. Participe à l'achat des équidés. Après, c'est pas parce qu'on peut attribuer toutes ces missions qu'on va forcément les attribuer aux salariés, mais ça peut être intéressant, et notamment quand vous avez des entretiens annuels ou avec vos salariés enseignants, de faire le point sur, bah, tiens, la convention collective nous prévoit ces missions-là, ces tâches-là. Comment est-ce que tu te situes ou comment je te situe dans les tâches que tu as le droit d'exercer. Je poursuis. Pour vous laisser du temps pour les questions, on doit avoir 3-4 diapos avec quelques dispositions spécifiques pour l'enseignant salarié dans notre convention collective, qui là aussi ont tout à fait leur importance et qu'il est bon pour un employeur de maîtriser. Je vous rappelle, le GHN, moi je suis le syndicat des employeurs, donc je m'adresse plutôt à eux, même si il est tout à fait envisageable qu'il y ait des salariés autour de la table. Ce que je vous dis, de toute façon, n'est pas secret, c'est dans la convention collective et il suffit de la lire. Donc sur le temps de travail, une notion qui n'est pas toujours maîtrisée par tout le monde, c'est la première ligne, c'est qu'on nous dit que le temps de travail effectué et rémunéré d'un enseignant ou d'un animateur est au moins égal à 125% du temps de reprise effectif. Alors là-dessus, souvent on nous dit, bah, ça veut dire que quand je fais 1 heure de reprise, il faut me payer 1 h 15. Spoil alerte, non, c'est faux. Ce n'est pas ce qui est dit dans la convention collective. La convention collective, en fait, elle nous dit qu'il n'est pas possible d'embaucher un enseignant pour faire 100% de l'enseignement. Si j'ai un contrat de 7 heures, je n'ai pas le droit d'attribuer 7 heures de cours non-stop, que des cours à mon enseignant. Il faut qu'il y ait 25% du temps de travail au moins qui soit consacré soit euh, à la préparation des reprises, de faire des fiches pédas, etc., ou au travail du cheval, et ça peut être aussi sur les soins, etc. Alors, quand on a un contrat de 35 heures avec un enseignant salarié, en général, on n'a pas 35 heures, même si vous êtes très performant chez vous, et je vous le souhaite, mais c'est rare que vous ayez 35 heures de cours à proposer à un seul enseignant. Donc, il y a forcément toujours d'autres tâches. Mais c'est là où il faut avoir ça en tête, c'est que si on embauche une personne plutôt sur un contrat de courte amplitude horaire, il faut bien faire attention qu'il y ait 25% du temps de travail qui ne soit pas des reprises. Une notion aussi importante, c'est pareil, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas dans la majorité des centres équestres. On ne peut pas effectuer plus de 6 heures de reprise par jour quand on est enseignant salarié. Alors la question peut se poser éventuellement les mercredis et les samedis, voire les dimanches. En semaine, c'est assez rare qu'on arrive à caler plus de 6 heures de reprise par jour. Mais voilà, en tout cas, la convention collective vous met cette limite-là pour vos salariés. Excusez-moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo. On coupera ce passage. Et une dernière petite spécificité sur l'enseignant, qui peut concerner aussi d'autres salariés, mais qui est une question aussi qui arrive souvent. La convention collective rappelle bien que la pratique de l'équitation qui est effectuée sur le lieu de travail doit s'inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme du travail effectif. Lorsqu'elle est extérieure à la définition de l'emploi, elle est effectuée avec autorisation de l'employeur, mais n'engage pas sa responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un salarié qui a son propre cheval, par exemple, dans vos écuries, un enseignant, même une autre personne, s'il décide de monter sur son cheval, ça ne sera pas travaillé comme du travail effectif si ça ne rentre pas dans son contrat de travail. Donc en gros, celui qui va monter son propre cheval uniquement pour son plaisir ou pour faire progresser son cheval
ça ne sera pas, on ne devra pas le faire pendant le temps de travail. En tout cas, ça ne sera pas décompté comme du travail effectif. Celui qui va monter vos chevaux d'école pour les travailler afin qu'ils soient adaptés à votre clientèle, là, pour le coup, bien sûr, c'est du temps de travail qui doit être déclaré comme tel. Et dernier cas de figure entre les deux, celui qui a envie de se faire plaisir, qui n'a pas de cheval et qui prend un cheval d'écurie, enfin un cheval d'école, pardon, avec votre autorisation bien sûr. Et c'est là où la limite va être un petit peu floue. Si c'est pour son simple plaisir de dire ah ça fait longtemps que je n'ai pas mis les fesses sur un cheval pour me faire plaisir, eh ben on pourra, même si c'est avec votre cheval, on pourra considérer que c'est pas du temps de travail. Mais là où on a des cas un petit peu compliqués, c'est qu'on a des salariés qui vont dire derrière bah oui mais certes je me suis fait plaisir en montant un cheval d'école, mais je l'ai aussi fait progresser. Donc c'est du travail effectif, il faut le décompter en tant que tel. Donc là-dessus, sur la pratique de l'équitation, sur le travail des chevaux, c'est à vous de bien faire attention à ce que vous voulez et à ce que vous définissez pour vos salariés, et plus particulièrement les enseignants. Est-ce qu'ils ont le droit de monter à cheval pendant le temps de travail? Est-ce que c'est sur leur cheval? Est-ce que c'est sur le cheval d'école? Et est-ce qu'ils ont le droit de monter des chevaux d'école en dehors du temps de travail? Dernière spécificité aussi qui concerne principalement les enseignants, et dans notre convention collective, ça a été confirmé quand on a validé la nouvelle convention collective, c'est sur les heures d'équivalence. Les heures d'équivalence, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un système qui nous permet de ne pas décompter à l'heure près le temps de travail des salariés. Dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais je vais essayer de m'expliquer. En gros, donc on a trois cas d'heures d'équivalence dans la convention collective. Je vous ai mis la plus souvent utilisée, c'est celle qui est calculée pour les concours. En gros, pour un concours, la convention collective considère qu'une journée de concours va être évaluée à 7 heures de travail. Et les 7 heures de travail, c'est depuis la préparation pour le départ jusqu'au rangement ou au retour aux écuries. Alors ça veut dire qu'une amplitude horaire sur un concours va être parfois supérieure à 7 heures, mais pourra, sans que ce soit trop déséquilibré pour le salarié, pourra être évaluée à 7 heures. Je dis n'importe quoi, ça m'arrive assez souvent, mais c'est souvent raisonné quand même. Si vous partez en concours à 7 heures le matin et que vous rentrez à 17 heures le soir, vous allez me dire bah, ça fait 10 heures, sauf que notre convention collective va dire bah, on aura le droit d'attribuer 7 heures de travail parce que la convention collective considère que sur cette amplitude de 7 heures à 17 heures, il y a des moments où le salarié n'est pas forcément en situation de travail, il est entre deux chevaux, il se repose, etc. Alors par contre, à l'inverse, si vous partez à 6 heures le matin et que vous rentrez à 22 heures le soir, déjà on est très limite en termes de droit du travail, et ça sera très compliqué de considérer qu'on a fait travailler notre salarié que 7 heures. Là-dessus, soit je vous laisse la parole par la suite, soit vous contactez le GHN pour avoir de plus amples informations, sachant que les heures d'équivalence existent aussi pour les journées de randonnée, où on considère qu'une journée de randonnée, c'est 9 heures, et sur les journées de centre de vacances, où on considère que c'est comme les concours, c'est 7 heures. Je poursuis pour vraiment vous laisser le temps de parler. L'enseignant indépendant, je vais avoir 2 diapos là-dessus et une dernière sur la responsabilité, et après, préparez vos questions, ça sera à vous. Sur l'enseignement indépendant, qui est une pratique de plus en plus répandue, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, parce qu'on a du mal à trouver parfois des salariés, est une pratique sur laquelle il faut rester très vigilant, puisqu'elle peut être euh, d'inquiétude ou d'embêtement. Donc l'enseignant indépendant, qu'est-ce que c'est? Alors un enseignant indépendant peut avoir différents statuts. Un des plus répandus, c'est le micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur qui était autrefois l'auto-entrepreneur. Autrefois, c'était pas si vieux. Ou ou alors un entrepreneur individuel, et parfois on peut avoir des enseignants indépendants qui sont constitués sous forme de société. Les obligations légales, hormis le fait d'être déclaré sous un des 3 statuts que l'on vient de voir, c'est d'avoir son diplôme, sa carte pro, et d'être titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. Et après, bah, le principe de l'enseignant indépendant, donc c'est une personne qui n'est pas salariée de la structure ou des clients qui font appel à lui, qui n'a pour outil de travail que son savoir et son véhicule pour se déplacer, et qui vient donner des cours d'équitation. La difficulté avec l'enseignant indépendant, c'est de faire attention à ne pas tomber dans une situation qui s'analyserait en contrat de travail. Pour ça, un contrat de travail, la jurisprudence et le code du travail
ont 3 indices pour déterminer si une relation de travail doit être requalifiée, enfin peut être requalifiée ou pas en contrat de travail. On a donc les 3 indices, ils vont être assez, enfin les 2 premiers en tout cas, vont forcément être révélés quand on aura un enseignant indépendant. C'est la réalisation d'une prestation de travail, bah ça, le fait de donner un cours d'équitation, c'est une prestation de travail. Une rémunération en argent ou en nature, hem bah, là aussi, en général, l'indépendant, c'est rare qu'il se déplace et qu'il donne un cours gratuitement. Donc, à un moment donné, il y aura toujours une rémunération. On s'entend bien quand on dit en nature, ça peut être par exemple un cheval en pension, ça peut être un logement, etc. etc. Bah, on reste dans les limites du légal sur la rémunération en nature. Et le troisième indice, et c'est là où se joue la relation avec l'enseignant indépendant, c'est sur l'existence d'un lien de subordination juridique entre un employeur et un salarié. Donc, en gros, la subordination juridique, ça veut dire est-ce que le donneur d'ordre, qui serait l'employeur, a un réel pouvoir de contrôle sur l'activité de la personne qui se présente comme étant indépendant. Si c'est, alors après on va si je dis pas de bêtises, voilà, on va voir les bonnes pratiques, pas les bonnes pratiques, mais en gros, plus vous allez avoir une relation, bah, qui sera équivalente à celle d'un employeur vis-à-vis de son salarié avec un indépendant, plus le risque de requalification sera important. En gros, alors on va faire il y a un petit distinguo là sur les bonnes pratiques, mauvaises pratiques, enfin pas bonnes pratiques, mauvaises pratiques, mais en tout cas les bonnes pratiques qui feraient qu'on s'éloigne vraiment d'un risque de requalification. Une des premières, conditions, pardon, c'est de ne pas être attaché à un établissement équestre et d'avoir plusieurs clients. On justifie plus facilement d'être indépendant si on a plusieurs personnes qui nous font vivre, et c'est un peu plus compliqué si on a un seul client qui nous fait vivre. Parce qu'en général, les salariés ont un seul employeur. Bien sûr, il y a des cas où on a des salariés à temps partiel qui ont plusieurs employeurs, mais en général, le fait d'être dépendant économiquement d'une seule personne nous place plutôt dans une situation de salarié. En principe, l'indépendant, c'est lui qui fixe ses tarifs librement, c'est lui qui établit ses factures, il va être rémunéré directement par ses clients. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que quand vous faites appel à un indépendant pour faire une reprise, vous êtes dans l'obligation légale de faire payer les clients et ce n'est pas vous qui le payez, mais ça peut être un indice qui vous protège quand même. L'enseignant indépendant est déclaré au guichet unique euh, en tant que micro-entrepreneur, entreprise individuelle, société, peu importe. Il paye lui-même ses charges sociales, il est assuré en RC Pro, il dépend du régime fiscal des bénéfices non commerciaux et il est exonéré de TVA dans la mesure où il ne fournit pas la cavalerie ni les aires d'évolution. Les risques d'être requalifié en contrat de travail, c'est si on s'aperçoit qu'on a un indépendant qui est soumis à des contraintes matérielles. Alors ça, il faut faire attention parce qu'on est toujours plus ou moins soumis à des contraintes matérielles. Quand on fait appel à un indépendant pour faire des cours sur notre centre équestre, enfin, on lui fournit la cavalerie, enfin on lui fournit, en tout cas, on lui amène des clients, des cavaliers et des aires d'évolution qui vont être ouvertes à certaines heures, etc. Donc il y a forcément une petite contrainte matérielle, mais il faut faire attention qu'elle ne soit pas trop forte. L'indépendant qui ne disposerait pas de sa propre clientèle serait aussi requalifié en contrat de travail. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on est payé que par un seul établissement, sous forme de rétrocession versée par les élèves, ça peut être requalifié. Alors, le risque de qualification, euh, on va terminer là-dessus sur l'enseignant indépendant, mais on y reviendra si besoin. Le risque de requalification, c'est de dire que au lieu d'avoir une relation avec un indépendant, on a un contrat de travail. Et donc, quand on n'a pas de contrat de travail écrit et qu'on est requalifié en contrat de travail, ça veut dire qu'on part sur un temps plein en CDI, qu'on doit payer des cotisations sociales à la MSA, et que si jamais on a interrompu notre relation de travail avec l'indépendant, si on a une demande de requalification de contrat de travail, on risquerait de se faire requalifier également en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là-dessus, et sachant que la requalification en contrat de travail, elle peut être demandée par l'inspection du travail, la MSA, mais aussi parfois par l'enseignant indépendant directement, pour différentes raisons, soit parce qu'il veut vous embêter, ça peut arriver, soit parce que on a eu certains cas où l'enseignant indépendant se fait taper, marcher dessus, mordre, peu importe, en tout cas il est blessé, il a un accident, et s'aperçoit que la couverture en tant qu'indépendant est quand même beaucoup moins intéressante que celle de salarié, et donc va essayer
parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas, va essayer de demander la requalification de sa relation de travail en contrat de travail pour bénéficier de la couverture sociale des salariés. Alors peut-être que là, vous allez dire, mais il est en train de dépeindre un portrait très noir des indépendants. Je n'ai absolument rien contre les indépendants. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on a un établissement équestre de faire en sorte qu'on soit réellement dans une relation d'un indépendant et pas dans une relation de contrat de travail. Après, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience aussi que parfois on n'a pas trop le choix, on ne trouve plus de salariés, on ne trouve pas de personnes qui souhaitent être salariés, beaucoup préfèrent rester indépendants. Et que donc on est parfois un peu obligé de passer par des indépendants. C'est pas grave, à condition que la relation ne cache pas un salariat déguisé. Dernière diapo, promis, et après j'arrête. La responsabilité de l'enseignant, pour aller très très vite, quand vous avez un enseignant qui est, j'ai fait une dichotomie assez basique, mais quand vous avez un enseignant salarié, pour ceux qui étaient là à la visio du mois dernier, vous vous en souvenez un petit peu, j'imagine, j'espère, sinon je serais un peu déçu. Mais l'enseignant salarié, tant qu'il est dans le cadre de son contrat de travail, il n'est, entre guillemets, pas responsable de ce qu'il fait, c'est son employeur qui est responsable pour lui. Là-dessus, c'est le code civil. Alors, je vous l'ai remis parce que c'est assez rigolo. C'est l'article 1242 du code civil qui nous dit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause, mais également celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Et là, vous apprécierez la rédaction très napoléonienne de cet article, puisque pour le coup, c'est une rédaction qui date de 1804. On nous dit que, donc on précise que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. J'ai bien fait en sorte de mettre en gras les termes commettants et préposés pour vous rappeler que vous n'êtes pas les maîtres et que les salariés ne sont pas vos domestiques. Mais ça, c'était un peu trop old-fashioned. Donc, enseignant salarié ou enseignant de la structure, le dirigeant enseignant, c'est le centre équestre, c'est la responsabilité civile professionnelle du centre équestre qui fonctionne. Pour pour les enseignants indépendants, c'est l'article 1240 du Code civil qui nous dit que tout fait quelconque que de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc là aussi, c'est une rédaction un peu ancienne, mais qui est le best-seller de tous les étudiants en droit. En gros, l'enseignant indépendant, comme il n'est sous la subordination juridique de personne, s'il cause un accident, c'est à lui de le réparer, dont l'importance d'avoir une responsabilité civile professionnelle propre pour couvrir ses actions à lui. Et si je dis pas de bêtises, je vous laisse la parole.